la construction européenne telle qu'elle a été imaginée se retourne aujourd'hui contre la population européenne. D'où le désamour qui a commencé il y a maintenant une dizaine d'années, qui s'est manifesté dans le traité, le non-traité constitutionnel européen. Et donc, c'est ce désaccord qui n'est pas soldé et qui, aujourd'hui, est encore en train de produire des effets extrêmement cruels sur des populations qui, certes, ont eu le malheur d'envoyer des gouvernements qui ont maquillé leurs comptes en Grèce, ont des dépenses militaires excessives, c'est le cas en Grèce, mais qui vont payer un prix excessif de la configuration dans laquelle l'Europe a donné la préférence au marché et non pas à l'action publique et politique. C'est un point central. Tout à l'heure, Jean-Pierre Chevènement rappelait l'esprit de Jean Monnet. Comment construire à tout prix, après l'échec de la communauté européenne de défense? C'était d'abord le marché qui devait unifier, et aujourd'hui, ce sont les marchés qui font danser à la corde, comme des fillettes dans les cours d'école, les États, les gouvernements et derrière les contribuables. Donc cette situation, pour un pays comme la France, peut-être que pour d'autres que je ne connais pas aussi bien que la France, cela reste acceptable. Il y a des pays qui n'ont pas besoin d'État, qui peuvent vivre sans gouvernement. Nous en connaissons à nos portes, la Belgique, la Suisse, d'une certaine manière. Il y a des pays qui ont décidé dans leur code génétique, parce qu'ils se sont constitués, que moins ils auraient le gouvernement, mieux ils se porteraient. Ces pays n'ont aucune raison de se plaindre de la situation qui leur est faite. Mais pour nous, c'est évidemment une négation de notre histoire, de notre géographie, de nos propriétés qui fondent notre identité collective. Et j'allais dire que la France s'est construite en fabriquant un projet, en rassemblant les siens. Quand elle n'a pas de projet, elle se déchire. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, les guerres de religion, de je ne sais quelle histoire, entre les juifs, les musulmans et les chrétiens. Voilà une nouvelle histoire. Dans le pays de la Saint-Barthélemy, il manquait plus que ça. On se déchire entre classes sociales, alors qu'on devrait s'unifier en équilibrant la contribution des uns et des autres. On se bat pour tout. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus de projet et que les choix que nous avons faits dans la construction européenne nous interdisent de le faire. Alors, dans l'histoire, encore un mot de rappel, parce que ça nous permet de comprendre d'où nous venons, pour savoir où nous devons aller, c'est très important. Jean-Pierre a rappelé une période qu'il a vécue lorsqu'il était dirigeant politique, aux côtés du président Mitterrand, et les choix qui ont été faits. Et aujourd'hui, comment nous allons être obligés d'en réviser une bonne partie? Parce que nous n'aurons pas d'autre choix. Si nous voulons défendre, éviter que la France elle-même se détruise, s'auto-détruise, et s'affaiblisse encore plus, et décline peut-être d'une façon que certains ont raison de juger peut-être irrémédiable. À chaque fois, dans les moments critiques, le pays s'est redressé en écartant ceux qui voulaient en quelque sorte en prendre le contrôle. Les puissances féodales à l'époque de la monarchie, les puissances cléricales à l'époque de la construction de la République, et maintenant sur les puissances financières. Aujourd'hui, vous dites à un Français, et d'ailleurs c'est l'esprit dans lequel aujourd'hui nos compatriotes souffrent symboliquement par rapport à l'impuissance de la politique, c'est que ce sont les marchés qui décident à notre place. Le général de Gaulle avait eu cette phrase historique, la politique de la France ne se fera pas à la corbeille, mais aujourd'hui c'est la corbeille qui fait la politique de la France. Ce qu'a rappelé Nicolas Dupont-Aignan, François Loss à sa manière, Jean-Pierre Chevènement également, montre que nous sommes la proie des marchés. D'abord des marchés, pas n'importe lesquels, bien sûr d'abord des marchés financiers, mais pas seulement. La première des mesures est de rétablir une forme de souveraineté ou de supériorité, de primat du politique sur la violence et la cruauté des marchés financiers. Et j'attribue une part importante de cette faiblesse-là à l'aggravation de la crise. Car on peut prendre le problème de plusieurs manières. On peut le prendre à travers la monnaie, et en effet les défauts de conception. On peut le prendre aussi par le fait que l'Europe s'est constituée en donnant, déréglementant les marchés financiers, en leur donnant beaucoup de puissance et de force, là où d'autres pays ont décidé de les brider et de les mettre sous la soumission d'un certain nombre d'intérêts généraux définis par le politique. On pourrait multiplier les exemples où il est vrai que les choix politiques qui ont été faits dans les 20 dernières années, peut-être plus d'ailleurs, montrent à quel point
la surpuissance de la finance au détriment de notre industrie a fait beaucoup de dégâts dans notre pays. Et dans tous les dossiers, que ce soit de la vie quotidienne de nos compatriotes, le surendettement, les tribunaux de commerce, la question du taux d'intérêt de l'usure, toutes ces questions qui intéressent le parlementaire que je suis pendant 15 ans, à chaque fois, les victoires ont été données au secteur financier et bancaire, et jamais à d'autres intérêts. Donc on a là, c'est vrai, un surplomb, pas seulement d'ailleurs sociologique, mais franchement politique et idéologique. Donc nous allons être obligés de prendre des mesures extrêmement sévères, parce que si l'Europe n'a plus sa monnaie, a les budgets sous contrôle que les marchés sont en train finalement, auxquels les marchés donnent des injonctions, et qu'en plus nous n'avons pas les frontières comme outils, c'est-à-dire les 3 outils de souveraineté, il est évident que les peuples, normalement, devraient se révolter contre cet état de soumission. Voilà. Ça a commencé, mais je pense que chez nous, c'est dans les urnes que ça va se faire. Et pour certains qui évoquent la candidature de Mme Le Pen, je voudrais dire un mot, que si les dirigeants politiques, aujourd'hui, ne prennent pas la mesure de la gravité de la situation, ne prennent pas des mesures d'intérêt national, nous aurons une révolte dans les urnes et certainement quelques surprises sur le résultat de l'année prochaine, avec, là pour le coup, une montée de l'extrémisme extrêmement grave. Donc je pense que les choix que nous devons faire, c'est pourquoi, y compris dans le débat de mon propre parti, je considère que les propositions de démondialisation financière, c'est-à-dire de protection du pays pour le mettre à l'abri de la violence, de la cruauté des marchés, sont un rempart contre la progression du lepénisme. Je rappelle, puisque tout à l'heure, mon collègue Dupont-Aignan évoquait la mémoire du président Laval, qui en 1935, dans les décrets-lois de la misère, prenait des décisions extrêmement dures. Je rappelle que dans l'Allemagne, c'était le chancelier Brüning qui prenait exactement les mêmes, et qui menait finalement les années 30 à la victoire des nazis dans une progression absolument spectaculaire. A l'inverse, le président Roosevelt, à la même époque, en 1933, prenait des décisions de démantèlement du système financier et finalement réglementait les marchés financiers. Les démocraties qui sont faibles devant la finance s'effondrent. Les démocraties qui sont intraitables avec les marchés financiers se sauvent. C'est ce que nous avons à faire. Voilà pourquoi je défends des mesures qu'il n'est pas important de concerter avec nos voisins, car si nous attendons la concertation, nous risquons la destruction. Donc je pense qu'il est nécessaire que nous prenions aussi des responsabilités d'ordre national, et que le moment et le temps, qui était un moment nécessaire dans la construction européenne, où il fallait faire la tournée des capitales européennes, s'écouter parler chacun pendant 5 minutes, c'est-à-dire 27 temps de parole, essayer de trouver un point de compromis qui n'arrivait jamais, et finalement arriver aujourd'hui à l'impuissance. À chaque fois qu'un gouvernement a dit « je ne prends pas la décision car je veux qu'elle soit prise par l'assemblage intergouvernemental de l'Union européenne », aucune décision n'a jamais été prise. Donc la responsabilité d'un dirigeant politique, amoureux de son pays, désireux de construire l'Europe, est donc d'abord de prendre des mesures de protection de sa population. Alors, les mesures que je défends dans cette campagne des primaires, j'espère aller au-delà, si vous voyez ce que je veux dire, je n'ai pas l'intention de perdre cette élection des primaires, sont des mesures extrêmement sévères, de nature sécuritaire. On emploie les mots de sécurité dans la vie quotidienne des gens, on devrait aussi l'employer vis-à-vis des entités économiques oppressives, qui risquent de commettre beaucoup de dégâts. Alors d'abord, je propose la mise sous tutelle politique du secteur bancaire, l'entrée dans les conseils d'administration d'un commissaire du gouvernement, l'entrée dans le conseil d'administration également des usagers du crédit pour amener le système bancaire à refinancer l'économie et à cesser toute activité spéculative. Je propose également qu'il soit, après la séparation des métiers, finalement amener les banques à faire leur métier, et pas faire autre chose que leur métier, financer l'économie, faire l'intermédiaire entre la collecte de l'épargne et l'investissement, c'est de séparer les banques qui sont chargées de la collecte de l'épargne et les empêcher d'avoir des activités d'affaires.
Troisième interdiction, spéculer avec l'argent d'autrui. On ne peut empêcher personne de spéculer, de jouer avec son propre argent, mais les banques ne pourront pas spéculer avec l'argent des épargnants français, ce qui ramènera finalement l'activité bancaire à des choses tout à fait raisonnables et à un service public dont nous avons besoin et qui n'existe plus. Je rappelle que autour de nous, l'économie n'arrive plus à se financer. Je propose également que nous abrogions les pouvoirs qui ont été attribués à l'autorité des marchés financiers, c'est-à-dire une autorité administrative indépendante qui, pour moi, a fait la preuve multiple de sa connivence avec les intérêts de marché, et donc que nous transmettions au ministre de l'économie et des finances les pouvoirs politiques qui ont été attribués, bien sûr sous le contrôle du juge qui fera respecter les nouvelles lois que nous allons prendre, au ministre de l'économie et des finances qui doit retrouver sa faculté politique de prendre des décisions de régulation à travers les activités des marchés. Autrement dit, le pouvoir réglementaire au gouvernement et à personne d'autre. Voilà, qui en répond devant le Parlement répondant dans le corps électoral. C'est également, et ça c'est un point fondamental, parce que tout ça sont des mesures de remise en ordre et de reprise en main du système financier. Mais il manque la question qui va payer. Les propositions de monétisation de la dette, de rachat par la Banque centrale de la dette, évidemment, sont dangereuses. Et il faudra trouver des équilibres, c'est-à-dire des contreparties à cela. Il faudra aussi choisir soigneusement la dette que nous choisirons de monétiser. Il y a une dette, il y a 3 étages dans la dette. Il y a la dette liée à la crise, les plans de relance. Je propose pour ma part que cette dette soit financée par le système financier, par une taxe sur les transactions financières. La France et l'Allemagne ont annoncé leur faveur pour cette taxe. Il suffirait dans la zone euro à 0,05% qu'on pourrait régler en un an le prix, aujourd'hui, les 300 milliards de dettes grecques. Donc on voit bien, puisque ça rapporterait de 150 milliards environ. Donc cette taxe, elle est faible, elle est modeste sur les transactions financières, dite taxe Tobin, qui a mis 15 ans à s'imposer dans l'esprit les plus libéraux de nos dirigeants politiques, puisque même Mme Merkel y est maintenant favorable, et le moyen d'éviter les plans d'austérité, faisant payer aux contribuables qui eux-mêmes soutiennent l'activité économique de nos pays, le prix de la crise. Donc il s'agit de faire payer au système financier le prix des dégâts de la déréglementation financière qui a été décidée il y a maintenant 25 ans pour éviter que ce soit des plans d'austérité qui, finalement, est la sueur des contribuables qui le fassent. C'est un point important parce que si nous utilisons la monétisation d'une partie de la dette, plus la mise à contribution du secteur financier pour payer les dégâts de la crise, nous pouvons nous en sortir avec, j'allais dire, moins de dégâts. Et par ailleurs, la tolérance à l'inflation ne me paraît pas être une difficulté dans la période actuelle, dans la mesure où elle favorise l'investissement et elle défavorise la rente, tout en assurant en quelque sorte une sorte de arasement lent de la dette. Je crois que l'économiste en chef, M. Blanchard du FMI, avait calculé qu'en 10 ans, nous perdions un quart de la dette à rembourser par une inflation modérée de 3%. Je crois que c'est assez raisonnable si nous pouvons la contrôler, mais ça suppose évidemment une banque centrale européenne dont nous retrouvions le contrôle, ce qui n'est pas encore, vous l'avez compris, le cas. Et je voudrais dire un mot de la question du protectionnisme. Je suis d'accord avec Jean-Luc Gréau, j'approuve vraiment sa présentation simple, consiste à dire avoir une monnaie forte, plus signer des accords de libre-échange dans un cadre multilatéral et non pas bilatéral, c'est-à-dire qui témoignerait au moins d'une politique différenciée selon l'interlocuteur, qui a provoqué l'entrée de la Chine sans aucune contrepartie dans l'Organisation mondiale du commerce. Tous les pays européens aujourd'hui sont en déficit avec la Chine. Sur les 50 milliards de déficit, il y a 28 avec l'Allemagne et 20 avec la Chine. La question de la Chine est une question centrale et je ne vois pas, alors que les Américains réclament en permanence la réévaluation du yuan par rapport au dollar, ce qu'ils ont réussi à obtenir en partie, néanmoins il n'y a aucune conséquence vis-à-vis de l'euro. Donc nous sommes évidemment victimes du dumping monétaire, de notre faiblesse par rapport au refus d'avoir une monnaie plus faible qu'elle n'est et de la naïveté dans la construction européenne et la délégation
à la Commission européenne d'un mandat de négociation sur l'usage de nos frontières vis-à-vis du commerce international. Je rappelle souvent qu'on contrôle 97,5% des humains qui se présentent à la frontière européenne, mais on contrôle 0,4% des marchandises. Cela n'a aucun sens dans la période actuelle. Donc il y a une marge de progression. Nous pouvons parfaitement avoir une politique d'abord visant à remettre à l'agenda la question du protectionnisme, même s'il y aura des difficultés. Jean-Pierre a mis le doigt dessus, et François Loss également. Néanmoins, il y a un moment où les intérêts nationaux sont les intérêts nationaux. Et nous ne pourrons pas en permanence continuer à imaginer d'avoir une sorte d'aveuglement collectif au motif que les Européens ont d'autres intérêts que les nôtres. Parce que si l'Allemagne a une politique, pour moi, de cavalier seul, parfaitement égoïste, non coopérative, qui a commencé avec le plan Hartz IV, tout à l'heure évoqué, nous aussi, nous pourrions dire et mettre sur la table que nous avons, comme elle avait besoin de nous pour finalement réussir la réunification allemande, amener des efforts qui permettaient de réindustrialiser l'Est. Nous aussi, nous avons des problèmes d'Est dans la France. Nous aussi, nous avons des territoires sous-développés, ruraux et urbains. Nous aussi, nous avons besoin, comme un pays émergent aurait besoin de se protéger pour se réindustrialiser, nous avons besoin d'avoir une stratégie coopérative où nous demandons l'aide de l'Allemagne en contrepartie d'un certain nombre d'éléments dont elle a maintenant bénéficié, et c'est peut-être à son tour de faire cet effort. Je ne vois pas en quoi la grande explication avec nos amis allemands serait un problème. Mais il est nécessaire de la porter politiquement et de s'en donner quelques moyens. J'ai été surpris, faisant une conférence de presse sur les propositions de démondialisation comme projet européen, de voir à quel point la presse allemande elle-même tombait des nues devant la presse étrangère. Ils disaient, mais on ne parle jamais de ça en Allemagne. Mais c'est normal, puisque nos dirigeants ne vous parlent jamais ce langage. Mais nous avons un énorme problème avec l'Allemagne, avec laquelle nous souhaitons continuer à travailler. Mais l'équilibre entre la France et l'Allemagne, ce n'est pas la culpabilité de la France vis-à-vis de l'Allemagne. C'est que nous avons un autre pays, nous avons d'autres besoins, et que les besoins que l'Allemagne a exprimés, a imposés aux autres, doivent maintenant faire place aux besoins que nous-mêmes nous avons pour que celle-ci puisse au moins continuer à nous vendre ses produits. Et une stratégie de cavalier seul dans un univers où une Allemagne fait 60% de ses excédents avec la zone euro, c'est une stratégie suicidaire pour elle-même. Donc c'est son intérêt national que de mettre un peu d'eau dans son vin, et je ne voudrais pas que nous entrions dans cette stratégie un peu médiatique qu'on entend dans le langage de nos dirigeants, quels qu'ils soient, ceux qui ont un peu d'influence et de pouvoir de parler, que nous serions les mauvais élèves de la classe. L'Allemagne a déstabilisé la zone euro dans une période où le monde est lui-même en proie à de graves difficultés, et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons besoin de rééquilibrer les termes de l'échange, de l'accord politique entre la France et l'Allemagne. Cela fait partie des propositions que je défends et qu'il sera nécessaire de porter, y compris devant les sociaux-démocrates. J'ai noté avec satisfaction que ceux-ci avaient beaucoup évolué par rapport à la gauche de M. Schröder. La déclaration commune entre le Parti socialiste et le SPD allemand est assez prometteur, tant sur le plan des mesures de démondialisation financière que nous pourrions mener de concert, que sur le plan de l'évolution de la vision que les Allemands ont aujourd'hui du commerce mondial. L'Allemagne ne sera jamais la Chine, et si elle espère l'être, d'abord elle se trompe, il y aurait, je crois, une forme de démesure dans ses ambitions, et elle ne pourra certainement pas le devenir avec des pays ruinés autour qui reprendraient leur monnaie nationale et commenceraient des stratégies d'évaluation compétitive. Et comme la zone euro, il ne fait aucun doute qu'elle ne sera certainement pas au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre, dans l'état actuel, celle qui a été menée, c'est-à-dire jusqu'à présent, c'est-à-dire à 17, les premiers signes de craquement sur les excès de l'exigence allemande vont commencer à porter leurs conséquences. Et Mme Merkel, qui n'a pas d'équation politique pour répondre à notre demande, doit normalement être battue pour que nous puissions ouvrir une nouvelle ère politique entre nos deux pays. Et c'est bien ce à quoi il faut s'employer.
Combattre la politique allemande, ce n'est pas se sentir coupable ou mauvais élève de sa propre classe. Nous ne sommes pas devant l'instituteur Merkel, et nous serions les cancres Sarkozy, quoi, parfois, il mériterait ce mot, mais je m'abstiendrai d'aller au-delà, mon cher Jean-Pierre. Mais vous voyez bien qu'il s'agit d'affirmer ce que nous sommes, nos besoins, les défendre. Et sur le plan du protectionnisme, François Loss a dit beaucoup de choses. Il y a des choses qui relèvent de notre souveraineté. Les supermarchés, la distribution dans notre pays sont un énorme problème. La question des barrières protectrices, la propriété intellectuelle, nous pouvons les défendre nationalement. La recapitalisation de nos entreprises, il suffit de remettre la main sur le secteur bancaire pour recommencer à mettre de l'argent dans les entreprises et pas les mettre sur les marchés. La nationalisation de la dette qui a été évoquée par monsieur tout à l'heure, je crois monsieur Juvin, est un projet parfaitement menable aujourd'hui avec nos propres moyens. Nous avons beaucoup de choses à faire pour cela. La question du financement de la protection sociale est évidemment posée. Comment le faire? Là aussi, un compromis social et politique entre les forces sociales et politiques sur ce sujet doit être ouvert, mais il n'est pas possible de toujours demander aux Français de s'adapter à une mondialisation contre laquelle ces dirigeants ne luttent pas et seraient en quelque sorte ces chevaux de Troie, qu'ils soient européens ou nationaux. Bon, voilà comment je vois les choses. Je crois que nous avons une grande chose à faire ensemble. Merci en tout cas d'adhérer à ce courant de pensée qui se lève dans ce pays. Nous ne sommes pas seuls. Je crois que les thèses que nous défendons ici sont majoritaires. Elles sont celles de la sagesse, dans une période où l'excès s'est emparé de beaucoup d'esprits, et y compris de ceux qui ont dominé, ou croient dominer encore, la pensée commune, que je n'ose appeler unique. Il y a la pensée commune et unique, mais il y a aussi la monnaie commune et unique. Alors sur ce sujet-là, je crois que soit les problèmes se règlent sur le plan des structures, soit les sanctions toucheront et détruiront l'euro. Et il n'y aura pas d'autre solution que d'accepter des ajustements de la nature de ceux que Jean-Pierre Chevènement a par exemple pu décrire et souhaiter. Soit nous arrivons à convaincre notre population et la classe politique aussi que nous pouvons et nous devons réorienter nos choix sur le plan financier et vis-à-vis des marchés mondiaux, et je crois que nous pourrons faire l'économie de la perte de l'euro dans sa forme actuelle, soit nous le perdrons.